et bienvenue dans ce 23h. Voici les titres. Conseil des ministres ce mercredi au palais présidentiel. Des mesures ont été prises dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Le Conseil s'est également prononcé sur les récentes manifestations des militaires qui ont secoué plusieurs villes du pays. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu Bourema Abdallah, président de la commission de l'UEMOA. Au menu des échanges, l'intégration sous-régionale. En France, la liste du gouvernement du Premier ministre Édouard Philippe est connue. Elle a été rendue publique aujourd'hui et comporte 22 ministres, des responsables de droite, de gauche, du centre et de la société civile. L'intégration sous-régionale était au cœur d'une rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et le président de la commission de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Bourema Abdallah a été reçu ce mercredi par le chef de l'État, Awa Touré. Le nouveau président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Bourema Abdallah, est venu saluer et exprimer sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA. L'occasion aussi pour lui de marquer la solidarité de l'Union au chef de l'État et au peuple ivoirien après les événements de ces derniers jours. J'ai donc saisi cette occasion pour exprimer notre solidarité, la solidarité de l'Union à son Excellence Monsieur le Président de la République, à l'ensemble du gouvernement et au peuple ivoirien. Mon entretien avec le Président de la République a porté sur 3 points. D'abord, le premier point, j'ai tenu à exprimer à son Excellence Monsieur le Président de la République, en sa qualité de président de la conférence des chefs d'État, notre reconnaissance, notre profonde gratitude pour la confiance placée en nous. J'ai exprimé au chef de l'État notre engagement ferme, individuel et collectif, à mériter cette confiance, et rien ne sera épargné pour réussir la mission qui nous a été confiée, plaise à Dieu. Le second point de mon entretien avec le président de la République a porté sur les conditions de reprise de nos activités au niveau de l'UEMOA. Et enfin, le troisième point, en ce début de mandat, les commentaires, les avis et surtout les conseils de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous seront d'une inestimable utilité. Ancien ministre nigérien de l'économie et des finances, Bourema Abdallah, a été élu président de la commission de l'UEMOA le 10 avril dernier lors du sommet extraordinaire d'Abidjan. L'Afrique de l'Ouest et l'Union africaine apportent leur soutien au président de la République Alassane Ouattara. Le président de la commission de la CEDEAO, accompagné du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, ont rendu ce soir une visite au chef de l'État ainsi que le représentant du président de l'Union africaine. Une façon pour eux de lui porter le soutien de tous ses pairs africains. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel. Les mesures prises se situent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Le conseil a aussi planché sur les récentes manifestations qu'ont connues certaines villes du pays. Awa Touré. Le Conseil des ministres de ce mercredi 17 mai a entendu une communication du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense. Une communication relative aux manifestations de militaires. Le bilan à ce jour est de 4 morts et de 9 blessés. Le gouvernement déplore les débordements qu'il y a eu, regrette les dégâts qui ont été constatés, les pertes en vie humaines. Le gouvernement présente ses condoléances aux parents des victimes. Pour ce qui est des blessés, des instructions ont été données pour leur prise en charge par l'État de Côte d'Ivoire.
Un rapport a été demandé par le président de la République donc, au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, qui va être établi par région, par les préfets. Un rapport qui devra présenter le point des dégâts matériels dans ces régions, les pillages, la destruction de biens, etc. Et à la suite de ce rapport, le gouvernement donc, décidera de la conduite éventuellement à tenir. Aujourd'hui, les choses sont au calme. Les soldats sont repartis dans leurs casernes. La vie a repris partout. Et le gouvernement, à présent, s'attelle à accélérer la mise en œuvre de la loi de programmation militaire de façon à satisfaire les besoins résiduels. Atténuer les difficultés des Ivoiriens est l'une des priorités du gouvernement. Le Conseil a ainsi pris un ensemble de mesures dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires et de certains fonctionnaires et agents de l'État. Au titre du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté un décret portant régime indemnitaire particulier du personnel pénitentiaire. Ce décret institue, au profit de ce personnel, le personnel pénitentiaire, une indemnité de risque et une indemnité de sujétion à l'égal des autres corps paramilitaires. L'indemnité de risque est comprise entre 80 000 et 125 000 francs CFA et l'indemnité de sujétion entre 40 000 et 75 000 francs CFA par mois. En outre, il étend la gratuité du transport accordé par les entreprises publiques aux agents pénitentiaires dans l'exercice de leurs fonctions. Cette mesure prend effet pour ce qui concerne les indemnités à compter du 1er janvier 2018. Au titre du ministère auprès du président de la République chargé de la Défense, le Conseil a adopté un décret portant modification de l'annexe au décret numéro 2000-175 du 10 mars 2000, déterminant le droit au logement en faveur des militaires et des forces armées nationales. Il s'agit ici d'une augmentation du bail et cela va représenter un coût global de 17,5 milliards de francs CFA par an et un coût unitaire supplémentaire de 20 000 francs. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret portant modification de l'annexe déterminant les taux de bail applicables aux fonctionnaires de la police nationale. Il s'agit d'une augmentation sur le bail accordé à ces agents de la police nationale. Et le montant est du même niveau, 20 000 francs CFA par mois, pour un coût global qui sera de 17 milliards de francs CFA par an. Ces décrets concourent à la revalorisation des taux mensuels de bail et d'indemnités forfaitaires contributives au logement servis aux militaires, au personnel paramilitaire, des gendarmeries, des eaux et forêts, de la douane et assimilés, ainsi qu'au personnel de la police nationale. Ces mesures prennent effet à compter du 1er janvier 2018. Le gouvernement, qui entend également faciliter l'accès des populations au logement, a fixé le prix unitaire maximum de vente des logements à caractère économique et social, un prix plafond que les promoteurs immobiliers ne doivent pas dépasser. Ce décret fixe le prix maximum de vente des logements à caractère économique à 23 millions de francs CFA, hors taxes, et celui des logements à caractère social à 12 500 000 francs CFA, hors taxes. C'est des seuils qui sont fixés, en dessous desquels, évidemment, les constructeurs ou les promoteurs peuvent bénéficier de facilités fiscales. Donc l'objectif, c'est évidemment que les maisons construites et proposées aux populations soient à des prix inférieurs à ceux que nous venons d'indiquer. Le Conseil a par ailleurs examiné les rapports de mise en œuvre des recommandations de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et sur celle de la déclaration solennelle des chefs d'État de l'Union africaine sur l'égalité hommes-femmes. La vie a repris son cours normal ce mercredi après 4 jours de manifestations de militaires mécontents qui ont fortement perturbé les activités ici dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. 24 heures après l'accord trouvé entre les mutins et le gouvernement, les écoles, banques et commerces qui avaient fermé ont rouvert. L'administration également a repris du service. Fonctionnaires et agents de l'État étaient présents à leur poste.
Rendons-nous à l'Assemblée nationale. La commission sécurité et défense du Parlement s'est réunie aujourd'hui. Elle a tablé sur la situation sécuritaire du pays. La commission a fait une déclaration au terme de cette rencontre. Herman Guivé. La situation sécuritaire en Côte d'Ivoire, suite au récent mouvement d'humeur survenu dans l'armée, préoccupe au plus haut niveau les membres de la commission sécurité et défense de l'Assemblée nationale. Cette réunion pour tenter justement de comprendre ces mouvements d'humeur dans l'armée. Au terme de cette réunion, les membres de cette commission décident d'un certain nombre d'actions à mener. Nous allons inviter les représentants de l'exécutif à une séance d'information pour que les élus, les députés soient informés sur tout ce qui s'est passé. Deuxièmement, les députés de la commission ont décidé d'aller sur le terrain pour s'informer sur l'état de la situation. Et donc, une mission d'information parlementaire va parcourir la Côte d'Ivoire dans ces jours à venir pour que nous puissions recueillir auprès des populations, auprès de l'armée, auprès de tous les acteurs, la réalité du terrain. Notre commission va demander au président de l'Assemblée nationale d'engager une commission d'enquête parlementaire. Autre point abordé au cours de cette rencontre, la tenue prochaine d'un séminaire dans la capitale politique Yamoussoukro, séminaire qui rassemblera les membres de la dite commission. La commission sécurité et défense part en séminaire du 23 au 27 mai 2017 pour évoquer plusieurs questions sur notre sécurité et notre défense. Pendant 4 jours, les membres de la commission sécurité et défense du Parlement réfléchiront en vue de faire des propositions pour consolider la sécurité des institutions. Pour marquer le retour du calme, le plus grand derby ivoirien ASEC Africa, comptant pour la 22e journée du championnat national, est maintenu ce week-end à Bouaké. L'information a été donnée par les responsables de la FIF, Fédération ivoirienne de football. Malgré les tumultes constatés ces temps-ci et au moment où tout le monde pensait que la FIF allait revoir sa position quant à la délocalisation du match retour ASEC Africa à Bouaké, la Ligue professionnelle a confirmé que le grand derby du football ivoirien se jouera bel et bien au stade de la Paix de Bouaké, le samedi 20 mai 2017. Nous pouvons affirmer que nous avons une situation normale aujourd'hui qui puisse nous permettre de faire le déplacement de Bouaké et de pouvoir faire ce match comme il était prévu à Bouaké. Donc ce samedi à 17h30, au stade de la Paix de Bouaké, il y aura donc ce match ASEC Africa comptant pour la 22e journée du championnat. Si le football peut aider à rassurer la population de Bouaké, si le football peut rassurer tout le monde et ceux qui nous suivent depuis l'extérieur, eh bien nous allons jouer notre partition. Aller à Bouaké aujourd'hui pour nous c'est important aussi. C'est important de pouvoir donner un peu du baume au cœur des populations de Bouaké qui pendant 4 jours quand même ont connu quelques difficultés. En arrivant et en donnant ce derby-là, je pense que c'est ce que nous pouvons offrir comme Bouaké qui a quand même souffert un peu de martyr ces derniers jours. Les 25 000 spectateurs attendus au stade de la Paix vont aider à recréer de l'ambiance autour de ce derby. Un match capital pour les Mimos, actuellement en tête du championnat, et pour les Aiglons qui visent une place en Coupe africaine. Il faut recréer une certaine ambiance autour des grands derbys. Il faut s'arrêter à un moment donné et puis dire merci à ces 2 grandes équipes. Mais pendant des années, l'ASEC et l'Africa ont animé de fort belle manière le football ivoirien. Et on doit aussi leur accorder ce petit crédit et leur donner la possibilité de se produire dans des conditions que nous estimons qui seront celles de ce samedi à Bouaké. À l'issue de cette rencontre, l'on désignera l'homme du match qui repartira avec une enveloppe et un trophée. Le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, a regagné Abidjan. Il avait séjourné en France où il a pris part à la première édition d'Africa Days organisée par HEC Paris. Elle a pour thème « Enjeux et défis de l'Afrique du XXIe siècle ». Le vice-président ivoirien a également échangé avec le MEDEF, Mouvement des entreprises de France, le patronat français. Daniel Cablon-Duncan a été accueilli par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Dès son arrivée sur place à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, le vice-président Daniel Cablon-Duncan a fait le point de son séjour en France. On l'écoute.
Nous sommes heureux de retrouver le pays. Et je dois dire qu'effectivement, c'est avec l'autorisation du président de la République que nous avons fait ce déplacement sur Paris. Il y avait donc 2 rencontres, vous l'avez dit, avec HEC, donc la grande école commerciale française, et ensuite donc le MEDEF, le patronat donc, français, pour faire un peu le point de relation bilatérale avec la Côte d'Ivoire, le secteur privé français. Je dois signaler d'ailleurs qu'il y a un accord qui a donc été signé entre l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro et HEC, pour notamment la formation des élèves pour les concours d'entrée dans ces grandes écoles françaises, et disons qu'échange de professeurs entre HEC et puis l'INSUSB. Je pense que il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête parce que la perception que les gens ont de l'extérieur n'est pas très bonne. Je crois que le président de la République lui-même a indiqué à plusieurs reprises qu'il a été meurtri par, disons, que c'est sorti. Bien sûr, les gens ont indiqué ce qu'on a cru comprendre, que ce n'est pas pour mettre en cause les institutions de la République. Mais, vous savez, l'argent, comme le développement, a horreur du bruit, et surtout du bruit des armes. C'est rendre un mauvais service à nos frères qui habitent les différentes régions d'avoir des coups de feu qu'on tire en l'air. Vous imaginez que vous êtes un homme d'affaires, vous n'allez pas, si ça se répète, investir dans les régions où il y a des problèmes. Le président Alassane Ouattara, vous savez, avec ses différents gouvernements, ont travaillé énormément pour amener la paix et la sécurité dans le pays. Si nous souhaitons vraiment tous bénéficier de cet élément-là, il faut que la paix revienne rapidement et qu'on mette toutes ces choses-là derrière, que vraiment la tâche de développement soit la tâche essentielle pour que nous puissions aller de l'avant. Tout le monde profitera du flux de la croissance. Il faut qu'on soit un peu patient. En santé, depuis le 3 mai dernier, le gouvernement s'active à éradiquer la dengue, une infection virale transmise par les moustiques. Une campagne de démoustication est en cours. Après la destruction des sites larvaires, place à la fumigation pour anéantir les moustiques adultes. Cette opération se déroule dans le district d'Abidjan, nous dit Chantal Eouman Akandan. Une eau usée dans une maison. C'est la démoustication qui commence. Cette eau usée est le nid d'un moustique particulier, l'Aïdes aegypti, ou le moustique tigre. Ce moustique est à l'origine de la maladie de la dengue qui s'assimile au paludisme. La dengue, c'est une maladie virale. On demande à la population, dès que vous avez les signes, la fièvre, courbature, douleur, une fièvre qui, quand on donne des traitements antipaludiques ou bien antipyrétiques, ça ne diminue pas, il faut aller absolument à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'il y a une meilleure prise en charge. Après la destruction des sites larvaires, l'opération est dans sa phase de fulmigation. Cela consiste à pulvériser pour tuer tous les moustiques adultes et rebelles. Selon Dr Fofana Diakaridja, cette fumée libérée n'est pas dangereuse pour la santé des populations. La dose à laquelle on l'a utilisé, le produit n'est pas nocif, mais toutefois, il ne faut pas l'affronter, il faut l'éviter parce que ça peut donner quelques picotements et autres. On a demandé dans nos messages aux populations d'ouvrir les portes et fenêtres pour que la fumée puisse entrer dans la maison pour trouver les moustiques là où ils se trouvent pendant leur recherche de repas sanguins. Les populations reconnaissent l'importance de cette campagne. C'est très important, hein. Il y a assez de moustiques et on n'arrive pas à dormir. Je peux dire rendre l'environnement propre et sain et utiliser des moustiquaires imprégnés aussi. Les caniveaux sont toujours bouchés, on ne sait pas, parfois c'est rempli, ça sent mauvais, tout ça. Pourtant c'est un beau quartier. Je veux que tout le quartier soit pulvérisé. La piqûre des moustiques, là, c'est trop. La campagne de démoustication se poursuit toujours dans la commune de Cocody en vue de circonscrire la maladie. L'efficacité de notre action-là va dépendre du changement de comportement des populations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on suppose avoir éliminé les moustiques adultes. Et on a éliminé tous les gîtes larvaires. À partir de ce moment, les populations doivent continuer à éliminer les gîtes larvaires après notre passage. L'opération s'étendra ensuite aux autres communes d'Abidjan, car la santé de la population est une priorité pour le gouvernement.
La profession infirmière, une voie faite pour diriger, atteindre les objectifs de développement durable, c'est le thème de la Journée internationale de l'infirmière célébrée le 12 mai. Une occasion que saisit la plateforme des organisations professionnelles des infirmières de Côte d'Ivoire pour plaider pour la reconnaissance de leur profession. Frédéric Oulaï, à Boussanougou. Les infirmiers ont pour vocation de sauver des vies humaines. Malgré leurs efforts, ils sont pour la plupart critiqués sur la qualité de leurs prestations. L'infirmier, déjà, par son accueil, devrait rassurer les patients. Par sa façon de t'accueillir, vraiment, ça devrait pouvoir nous dire que la personne, l'infirmier, aime vraiment son métier. Ce genre d'infirmier-là se compte du bout des doigts aujourd'hui. Par contre, d'autres reconnaissent le mérite de ces agents de santé. Ils sont nombreux, les patients, et donc ils s'évertuent à jouer leur rôle avec zèle. Et donc il faut être un peu indulgent, parce que quand vous êtes dans le corps médical, ça n'est pas facile. Pour le travail fait dans la prise en charge des patients, la plateforme des organisations professionnelles des infirmiers de Côte d'Ivoire commémore la 52e journée internationale de l'infirmier sur le thème « La profession infirmière ». Une voie faite pour diriger, atteindre les objectifs de développement durable. L'infirmier est la première personne que vous rencontrez dans nos différents centres de santé. L'infirmier, c'est la porte d'entrée du système de santé. Donc, en cette journée de commémoration pour le travail abattu, nous souhaitons que Madame la ministre de la Santé puisse prendre en compte nos différentes doléances. L'Association des infirmiers et infirmières en santé de travail de Côte d'Ivoire formule des doléances pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Aujourd'hui que nous célébrons la journée des infirmières, nous ne voulons pas passer sous silence un certain nombre d'actes qui sont posés en faveur de la profession, notamment la signature du décret permettant à l'infirmier d'avoir un profil de carrière à même de la mener jusqu'en A7. Les infirmiers constituent la frange majoritaire des professionnels de santé avec 80% de services sanitaires. On s'intéresse à une rencontre sur la parité. Elle est initiée par le ministère de la Femme en collaboration avec l'Institut national démocratique. Les participants s'attellent à élaborer un projet visant à améliorer la parité dans les assemblées électives selon les articles 36 et 37 de la nouvelle Constitution. Gabriel Zani. La parité entre hommes et femmes en question ici dans cette rencontre. En effet, quoique inscrite dans la Constitution ivoirienne, la parité pose problème dans la pratique. Les femmes sont faiblement représentées dans les institutions. Dans cette rencontre tenue à l'initiative du ministère de la Femme, en partenariat avec l'Institut national démocratique, associations de femmes, organisations de la société civile et structures étatiques spécialisées discutent de l'élaboration d'une loi sur la parité. Le présent atelier permet à toutes les parties prenantes de réfléchir, de voir quels seraient les modes dans lesquels cette loi devrait être faite et mise en œuvre en Côte d'Ivoire. Ensuite, cet atelier permet aussi de profiter d'expériences d'autres pays qui ont eu à mettre en place des lois sur la parité. Nous avons des expériences qui nous viennent donc du Burkina, du Sénégal, de Grande-Bretagne et aussi de Madagascar qui seront partagées avec toutes les parties prenantes ivoiriennes. Les discussions sur la parité ont duré 2 jours entre les parties prenantes. Les conclusions vont aider le ministère de la Femme à présenter très prochainement un avant-projet de loi sur la parité devant le gouvernement. La parité est inscrite dans la Constitution de la Côte d'Ivoire. Les femmes sont faiblement représentées dans les instances de décision, mais c'est un processus qui est en cours et donc nous sommes en train de démarrer le processus d'élaboration de la loi qui va permettre de disposer d'outils et de mesures qui sont contraignants pour aider à la parité dans toutes les instances de Côte d'Ivoire, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Les autres mécanismes existent, mais la loi fera bouger les lignes, en particulier dans le monde politique, car il s'agit de la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Les partis politiques présentent souvent un nombre faible de femmes aux postes électifs. Direction Bengué, ville située au nord de la Côte d'Ivoire, dans la région de Korogo. La paix est revenue entre les populations des villages de Niéné, Madala et Katiali. Les explications de Jeanne Atoubé. Le contexte était favorable et le moment s'y prêtait. Niéné, Madala et Bala décident d'arrêter leur querelle pour recommencer à vivre ensemble. Tous les symboles dans la signature du protocole d'accord proposé par le médiateur de la République. On est fatigué. Pardonnez les gens, mais les gens quittent en bas de toi.
parti faire palabre. Et puis on dit c'est Kachali. Kachali ne fait pas palabre avec Bengue. C'est entre les hommes même, nous-mêmes. C'est ça, comme il y a un raccord à chien, je suis très content. Je leur dis de revenir, de se rassurer qu'il n'y aura pas de problème. Ils n'ont qu'à venir. Plus commencer. Il faut qu'ils n'aient qu'à venir cultiver, sinon ils vont manger quoi. Ninemadala, un quartier de Mbengue, et Kpala, village de la sous-préfecture de Katiali dans le département de Mbengue, se disputent les terres cultivables de Kpala depuis plus de 4 ans. Malgré cela, les ressortissants de ces deux localités vivaient en frères et dans l'harmonie jusqu'en février 2017. À la surprise générale, ils vont déclencher les hostilités aux lourdes conséquences. Aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts et destruction de biens, ainsi que des pertes en bétail et produits agricoles. 13 familles ont dû fuir Kpala pour trouver refuge au quartier Ninemadala à Mbengue. Il aura fallu la mission du médiateur de la République pour calmer les ardeurs. Nous parvenons à cet accord aujourd'hui. Je voudrais, comme vous, saluer l'aboutissement heureux que nous avons aujourd'hui. Rencontre avec les populations des localités en conflit, séance d'écoute et audience des sachants élargis aux acteurs directs et indirects de ce conflit, fratricide. En clair, une médiation minutieuse dans le respect des coutumes et valeurs locales. À la clé, un compromis qui réconcilie les deux parties en conflit. Il s'agit donc de suivre ce retour. Il y a des conditions qui ont été faites. On dit, bon, vous retournez sans condition. Donc il faut qu'on veille à cela, que les gens, une fois sur le terrain, ne viennent pas leur dire payez ça, payez ça, payez. Ça c'est réglé. Donc ça va être le travail du comité. Avec ce protocole d'accord, c'est le retour à la normalité à Mbengue. Reste maintenant à l'administration d'œuvrer pour dire, au regard de la loi, qui de Ninemadala ou de Katiali est le véritable propriétaire de la parcelle cultivable de Kpala. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural mise sur la formation des agriculteurs ruraux. Il leur a remis récemment des véhicules et des motos. Francis Boifou. 3 véhicules de type 4x4, une quarantaine de motos pour faciliter la mobilité des acteurs du programme national de formation aux métiers ruraux, PNME, sur le terrain et des ordinateurs. Le programme a permis de former 6 000 paysans aux métiers d'agriculteurs et d'éleveurs. L'exemple des habitants de Kodjina dans la région de l'Indénié du Ablin. Des jeunes qui, après leur formation, sont devenus pisciculteurs, offrent du poisson sur place à la population. D'autres, des éleveurs professionnels de poulets modernes et traditionnels, ravitaillent non seulement la population, mais aussi les passants de manière permanente. D'autres encore, des pépiniéristes dont je fais partie, connaissent de beaux jours à Kodjina. Pour cette année, le PNME prévoit la formation d'environ 300 personnes en alphabétisation fonctionnelle dans 15 villages, 275 en entrepreneuriat, dont 50 personnes à installer sur fonds de l'État. Je reste convaincu que ce programme contribuera à relever les défis que sont la lutte contre la pauvreté, l'insertion économique des jeunes ruraux, la professionnalisation des producteurs par la formation au métier. C'est pourquoi nous nous attellerons en ce qui nous concerne à la recherche de partenaires pour un financement pérenne. À travers le PNME, l'État veut améliorer les capacités des paysans pour augmenter la productivité dans les différentes spéculations agricoles. À l'étranger, le Premier ministre français Édouard Philippe a présenté aujourd'hui son cabinet. Il s'agit d'une équipe de 22 ministres, des responsables de droite, de gauche, du centre et de la société civile. Un gouvernement parfaitement paritaire avec autant d'hommes que de femmes. Gabriel Zani. Sur la proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé un gouvernement de 22 membres. C'est la première équipe d'Édouard Philippe, Premier ministre français. Un gouvernement resserré, selon la promesse faite aux Français, avec 18 ministres et 4 secrétaires d'État. 16 ministres ont finalement été nommés, plus 2 ministres, toutes des femmes, rattachées chacune à un ministre et 4 secrétaires d'État, 2 femmes et 2 hommes. Il y a finalement 2 ministres sortants qui sont restés dans ce gouvernement. Il s'agit de Jean-Yves Le Drian, qui passe de la défense sous François Hollande à l'Europe et aux affaires étrangères, et Annick Girardin, nommée à l'outre-mer.
La parité, elle est respectée avec 11 femmes et 11 hommes. Un gouvernement paritaire dont la situation fiscale des membres a été épluchée par l'administration fiscale et la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Pendant la campagne, Emmanuel Macron, le nouveau président français, avait promis une équipe paritaire d'une quinzaine de membres ouverts pour une bonne part sur la société civile, avec un renouvellement qui semblait interdit à des anciens ministres d'être à nouveau dans un gouvernement. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée sur RTI 1. Je vous retrouve demain à la même heure.